Je vous écris d'un endroit précis de l'histoire de l'humanité. Je vous écris d'un basculement. Nous sommes à l'été 2022, le plus chaud jamais enregistré par les climatologues. La sécheresse a frappé la totalité du territoire français. Au printemps, le mercure a dépassé les 50 degrés en Inde et au Pakistan. Dans le troisième volet de son rapport, publié au même moment, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, le GIEC, a mis en garde l'humanité. Si des mesures drastiques et immédiates ne sont pas prises, le monde se dirige vers un réchauffement de plus 3,2 degrés d'ici la fin du siècle. Si les émissions de gaz continuent d'augmenter au-delà de 2025, la planète ne sera plus vivable. Il est question de famine, d'exode, d'effondrement. Pourtant, pour le moment, aucune de ces mesures drastiques ne semble être envisagée par les États. D'ici la parution de ce livre, il y aura eu d'autres incendies, canicules, inondations. Autant de signaux en pagaille du dérèglement climatique qui frappent l'ensemble de notre planète. Ils feront l'objet de quelques alertes avant de disparaître dans les limbes des réseaux sociaux. Ces désastres se succéderont sous nos yeux, nous terrasserons le cœur un instant, et nous les oublierons. En janvier 2020, 19 millions d'hectares de forêt sont partis en fumée en Australie. Ces images nous ont bouleversés, puis nous les avons effacées de nos mémoires. Les militants et militantes écologistes parlent de déni léger. Nous savons que le climat se dérègle, mais nous refusons de laisser l'information s'ancrer dans nos rétines et nos esprits. Nous ne voulons pas penser aux millions de pauvres de New Delhi qui meurent de soif et d'épuisement, leur corps décharné à même le sol incandescent. Dans nos contrées occidentales, personne ne nous montre ces villas et personne ne fait rien pour éviter qu'elles soient ôtées. Je vous écris comme on danse sur les briques brûlantes. Je vous écris parce que c'est tout ce que je peux faire face à l'urgence des périls qui menacent. Et quelque part, je m'en veux de commencer ce livre, en vous collant sous le nez des faits aussi anxiogènes. Après tout, vous êtes au courant. Vous avez vu passer les gros titres et avez peut-être soigneusement évité de vous pencher sur le contenu alarmant des articles. Le déni est une façon de gérer les choses. C'est humain de détourner le regard. En plus, on vous a annoncé un bouquin féministe. Vous ne vous attendiez pas à ce que je vienne vous attraper le col dès les premières lignes avec la crise climatique. Pourtant, rien n'est plus lié que le féminisme et l'écologie. Et si cette affirmation vous surprend, ce livre se donne pour mission de vous en convaincre. Ce livre est la suite de Présente, que j'ai publié il y a 2 ans et qui faisait l'état des lieux, peu glorieux, de la place des femmes dans l'espace public. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas lu, restez en ligne, je vais vous le résumer en quelques mots. L'égalité, bien qu'actée dans la loi, ne l'est pas dans les faits. Les femmes, par exemple, n'ont pas les mêmes libertés de circulation que les hommes dans la ville. Partout, tout le temps, les femmes sont victimes de viols et de violences, elles le crient ensemble depuis 5 ans, mais la société ne leur répond pas. Notamment parce que leurs voix sont silenciées dans les médias. Leur place en politique ne peut se faire qu'au prix d'un grand bouleversement que je n'hésite pas à appeler révolution féministe et de mes vœux. Présente est une lecture pragmatique et genrée de l'espace public qui, si j'en crois de nombreux retours, a convaincu que nous avions un problème et qu'il était temps d'y remédier. Toujours pour celles et ceux qui n'étaient pas là, je notais dans Présente que si l'on prend conscience de la discrimination systémique par le genre, sexisme, homophobie, transphobie, il n'y a qu'un pas à franchir pour prendre conscience des discriminations systémiques relevant du classicisme, liées à la classe sociale, du racisme, du validisme, lié au handicap, et que, pour bien faire, si notre objectif est l'égalité et la justice, peut-on se mettre d'accord sur ce point ? Mieux vaut réfléchir à la façon dont ces discriminations s'articulent entre elles. Dans Futur, je vais attirer votre attention au-delà de la ville et des médias. Je vais vous démontrer que le féminisme n'est pas qu'un outil d'amélioration à la marge, mais un programme de renversement ayant pour ambition de transformer la société globalement. J'ai la certitude qu'on trouve dans la pensée féministe plusieurs clés essentielles pour construire un futur plus acceptable que ce qui se dessine. Dans Futur, je vais suggérer que le féminisme peut sauver ce monde qui est en train de brûler sous nos yeux. Les penseuses, chercheuses et militantes féministes
J'utilise le féminin car j'ai décidé d'appliquer la règle d'accord de majorité, mais il existe aussi des chercheurs et militants féministes. Et oui, nous reviendrons dans ces pages sur l'écriture inclusive, car dans un futur féministe, il est hors de question que le masculin continue de l'emporter sur le féminin, ne serait-ce que grammaticalement. Les penseuses féministes, donc, englobent de leur vision tous les pans de notre existence collective. La sexualité, la famille, le logement, l'argent, la justice, la santé, le travail et bien sûr la nature. Croyez-moi, si on laissait les féministes prendre les rênes du pouvoir, il adviendrait un autre monde. Je ne dis pas qu'il serait parfait, mais je peux vous garantir qu'il s'agirait d'un monde où l'on se donnerait les moyens de lutter véritablement contre le viol massif des femmes et des enfants. Il s'agirait d'un monde où non seulement on ne verrait plus en France une femme mourir tous les 2 jours sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint, mais où également moins d'homicides seraient commis. Il s'agirait d'un monde où la parentalité serait épanouissante et la sexualité joyeuse. Il s'agirait d'un monde où la culture de la répression, de la surveillance et de la punition serait éradiquée et où la justice réparerait enfin les victimes. Il s'agirait d'un monde où le mot travail n'aurait plus le même sens. Et ça serait sans le moindre doute un monde où l'on se soucierait de ne pas laisser pour lieu de vie à nos gosses un désert en friche et respirable. Parce que parler des femmes, c'est parler des enfants et des hommes. Parler des femmes, c'est parler de naître et de mourir. C'est parler de sexe, parler d'amour, parler de corps, de nature, de culture. Parler des femmes, c'est parler de violence, de guerre, d'argent, de douleur et de lutte. Parler des femmes, c'est parler de tout. Dans Futur, je voudrais dérouler cette énorme pelote de savoir et d'idées que constituent les pensées féministes pour tricoter l'image d'une société véritablement égalitaire. Je voudrais qu'on rêve un peu. Rêver n'est pas évident par les temps qui courent. Le fascisme frôle le pouvoir un peu partout en Europe, quand il ne le détient pas. La torture et le viol servent d'armes en Ukraine contre la population civile. Aux États-Unis, l'héritage de Trump va coûter la vie à des femmes. La Cour suprême américaine a annulé le 24 juin 2022 l'arrêt Roe vs Wade qui garantissait depuis 50 ans l'accès à l'avortement. En Afghanistan, les extrémistes religieux ont repris le pouvoir, interdit l'école aux petites filles et imposé à toutes les femmes le voile intégral. Les droits des femmes sont attaqués partout, et leurs ressources s'amoindrissent de jour en jour. Selon le Forum économique mondial, le taux de pauvreté des femmes dans le monde, qui devait diminuer entre 2019 et 2021, va finalement augmenter de 9,1%. Il faudra attendre 135,6 ans pour atteindre l'égalité femmes-hommes à l'échelle mondiale, soit 36 ans de plus qu'avant la pandémie. Tous les voyants sont au rouge, mais en France, on continue de harceler les militantes féministes et de traiter de dangereuses séparatistes celles qui ont le courage de nommer le patriarcat, tandis que l'extrême droite brandit des arguments féministes quand il est question de stigmatiser les jeunes des quartiers populaires, les musulmans et ou les migrants. Le tout dans un contexte de répression policière qui décourage la mobilisation dans les rues et de dégoût du politique qui dissuade les citoyens et les citoyennes d'exercer leur droit de vote. Difficile d'espérer dans un tel contexte. Pourtant, je le fais. Je mets entre vos mains un livre plein d'espoir, mais comme je suis journaliste et pas dramaturge, je l'ai fait en me basant sur les faits. Je vais même vous démontrer que le futur féministe de mes rêves, les plus fous sont déjà là. Concret, en train de se matérialiser sans que personne en ait tout à fait conscience. La lutte féministe est en train de modeler les façons dont on aime, travaille et vit un peu partout dans le monde. Je vous propose une balade dans un futur qui est maintenant, tout de suite. C'est un geste fréquent chez les féministes que de vouloir écrire le futur. Des tas d'articles universitaires décryptent cette tendance de la littérature féministe à anticiper l'avenir. Car imaginer des futurs, c'est donner à voir la réversibilité des choses. C'est dire, j'ai l'intuition qu'il pourrait en être autrement, les choses qui pourraient être meilleures, ou pires. D'ailleurs, la plus populaire des projections futuristes féministes n'est pas une utopie, mais une dystopie. Imaginer le futur, c'est aussi alerter sur ce vers quoi on se dirige si rien ne change. La Servante écarlate de l'écrivaine canadienne Margaret Atwood, publiée d'abord en 1985, puis adaptée en série en 2017, est une dystopie des plus sombres. L'autrice y dépeint un monde en proie à la catastrophe environnementale,
où les taux de natalité affectés par la pollution et les maladies sont devenus dramatiquement bas. Une secte religieuse y a pris le pouvoir, assujettissant les femmes, qui sont privées de tous leurs droits politiques et économiques, et contraintes à la reproduction forcée. Margaret Atwood, flamboyante intellectuelle de 81 ans, m'a accordé une interview en 2019. Lorsque je lui ai demandé où elle avait trouvé l'inspiration pour imaginer ce futur, elle a ri. Elle n'avait eu qu'à allumer la télévision et à ouvrir des livres d'histoire, m'a-t-elle répondu. Toutes les violences sexistes décrites dans son livre avaient eu lieu à un moment ou à un autre, dans un lieu ou un autre. Elle n'avait fait que compiler ces violences pour rendre le réel plus visible. Et ça n'est pas un hasard si la série adaptée de cette œuvre a connu un succès si retentissant en 2017, dans l'Amérique de Donald Trump. Ces dernières décennies, peut-être parce que les périls liés au réchauffement climatique se font de plus en plus évidents, les futures féministes fictionnelles tournent à la dystopie écologiste. Octavia Butler, dans La parabole du semeur, publiée aux États-Unis en 1993, décrit une Amérique de 2024, ravagée par les violences et l'exclusion, dans laquelle une jeune femme noire de 15 ans, Lorraine Olamina, dotée du don d'hyper-empathie, diffuse une religion nouvelle. L'écrivaine française Wendy Delorme a publié en 2021 Viendra le temps du feu, roman d'anticipation dans lequel une communauté en non-mixité développe, en marge d'une société fasciste, un mode de vie alternatif, fondé sur le respect de la nature. À chaque fois, au sein des univers sombres et violents, que ces autrices font naître de leurs plumes, germe la résistance. Ces textes ont en commun un renversement des perspectives de genre, une recomposition de la société qui donne aux femmes un tout autre rôle, une toute autre place. Et ce geste remonte à bien avant MeToo. La première utopie littéraire de l'histoire est La Cité des Dames, publiée en 1405. Elle est l'œuvre de Christine de Pisan, que l'on considère comme la première femme écrivain française. En 1928, Virginia Woolf, dans Orlando, crée un personnage qui a le pouvoir de se promener au fil des siècles et au fil des sexes, tour à tour hommes et femmes, et au final, ni l'un ni l'autre. En 1969, dans Les Guerrières, Monique Wittig, l'une des fondatrices du MLF, trace la promesse d'un monde renouvelé, conté dans un langage libéré de la domination masculine par l'action de ses combattantes. Elles disent qu'il faut tout recommencer, elles disent qu'un grand vent balaie la terre, elles disent que le soleil va se lever. De toutes les utopies féministes, ma préférée, c'est Herland, de Charlotte Perkins Gilman, écrivaine de militante britannique du début du XXe siècle. Dans Herland, paru en 1915, elle décrit un rêve misandre, une communauté de femmes complètement débarrassées des hommes, vivant dans une harmonie parfaite et capable, grâce à la parthénogenèse, de se reproduire sans gamètes mâles. Ce monde est décrit à travers le regard de 3 explorateurs perdus qui tombent par hasard sur cette société vivant à l'écart de l'humanité. Ainsi les perçoivent-ils lors de leur première rencontre avec elles. Nous les envisagions comme des femmes, donc comme des êtres craintifs, mais cela faisait 2000 ans qu'elles n'avaient rien eu à craindre, et sûrement plus de 1000 ans qu'elles avaient éradiqué ce sentiment. Charlotte Perkins est aussi l'autrice d'un petit livre très court, une nouvelle qui n'est ni une utopie ni une dystopie, mais qui m'a changé la vie. Le papier peint jaune, paru en 1892. Il s'agit du journal intime écrit en secret d'une femme en dépression postpartum dans l'Angleterre victorienne, à qui le médecin a prescrit une cure de repos. Les médecins, et son mari, qui est médecin, lui interdit de penser, de lire ou d'écrire. On lui ordonne de se reposer dans une grande chambre au dernier étage d'une vieille maison de campagne, l'ancienne nurserie. Je crois que je deviens folle, non pas d'écrire, mais de devoir le faire en secret, écrit-elle. Peu à peu, le hideux papier peint jaune qui tapisse les murs de sa chambre se met à la posséder. À force d'en observer les volutes et les motifs feuillus, elle discerne la silhouette d'une femme qui rampe à l'arrière-plan. Elle en est chaque jour plus convaincue. Il y a derrière ce feuillage une femme qui essaie de s'échapper. Plus elle s'obsède pour ce papier peint, plus son entourage la traite comme une folle. Pourtant elle ne rêve pas. Il y a bien une femme à libérer dans cette chambre. Elle-même, écrasée par le poids du patriarcat. Je me souviens de la première fois que je l'ai lu, ce livre. C'était en bord de mer, mon deuxième enfant était encore bébé, et avec le recul, je réalise que je souffrais de dépression postpartum, comme l'héroïne.
La métaphore du papier peint m'a retournée. Voir ce qu'il se passe derrière les mornes feuillages et être saisi d'effroi, c'est le choc féministe. Quand on chausse les lunettes du genre et qu'on voit soudain clair dans le fonctionnement sexiste de la société, cela bouleverse le cours d'une existence. Ça modifie tout le rapport au monde. Un peu comme gober la pilule rouge de Matrix, métaphore dont le féministe contemporaine raffole. Cette vision oblige à la révolte et à la colère, et elle fait bien souvent dire à notre entourage qu'on est folle, qu'on exagère. Nous ne sommes pas folles. Mais pour le comprendre, il faut décaler le regard, adopter un instant le point de vue de la femme alitée, surveillée et mise au repos forcé dans la nurserie au dernier étage. Il faut regarder le monde depuis ce lieu précis pour comprendre à quel point l'intime peut être politique. J'espère que vous me pardonnerez ce détour par la fiction qui vous a, au mieux, donné envie de lire d'autres livres. Une fois celui-ci refermé, au pire, semblait hors sujet. Pourtant, ce détour littéraire est primordial. Pour nous mettre dans l'état d'esprit des pages qui vont suivre, il va nous falloir un peu de souplesse, un certain relâchement. Nous allons faire voler en éclats certains mythes profondément ancrés dans l'imaginaire de nos sociétés. L'idée par exemple qu'il y a deux sexes et que l'hétérosexualité est la norme. L'intuition que la répression pénale est le meilleur moyen de lutter contre les violences et le viol. La conviction que la force est plus puissante que la douleur. Ou encore, l'impression que l'écologie et le féminisme sont deux combats distincts. Il y a un fil rouge entre tous les courants de pensée féministe. Ainsi varié soit-il, une volonté de regarder le monde depuis un point de vue radicalement différent. D'arracher le papier peint jaune, de faire voler en éclats le male gaze qu'adoptent les sciences depuis des années. Adopter un feminist gaze sur le monde ne signifie pas le regarder du point de vue opposé à celui du patriarcat. Le féminisme n'est pas là pour projet un pivotement complet de la société sur elle-même. Personne ne milite pour l'instauration d'un matriarcat où les femmes rendraient aux hommes, œil pour œil, ce qu'elles ont subi depuis des siècles. Quoique l'idée soit séduisante, je vous renvoie, si elle vous amuse, au SCOM Manifesto dans lequel Valérie Solanas décrit avec précision, en 1967, à quoi pourrait ressembler cette vaste vengeance des femmes. Un feminist gaze n'est même plus un regard, c'est un enlacement. Le patriarcat scrute le monde comme un réalisateur misogyne filme une actrice, caméra braquée comme un fusil découpant les fesses, les seins, les yeux, un morceau à la louche. Un regard féministe sur le monde, c'est caresser des yeux chaque grain d'un épiderme, capter les liaisons et les circulations, englober la planète d'un souffle, et ce simple regard a la faculté colossale de résoudre la plupart des grands maux de l'humanité. Je vous écris ce livre en posant un regard féministe sur le monde que je vois se déployer à travers ma fenêtre, dans un but insensé de le sauver un peu.